Marie-Charlotte Garin, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts du Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mathilde Paris, bonjour. Vous êtes députée Rassemblement National du Loiret. Et Xavier Albertini, bonjour. Vous êtes député Horizon, donc député de la majorité. Horizon, c'est le mouvement d'Édouard Philippe. Vous êtes député de la Marne. Bien, on écoute tout de suite le porte-parole du gouvernement. C'est la réponse, en fait, d'Olivier Véran à cette lettre que les syndicats vont transmettre à Emmanuel Macron, probablement dans la journée. On va vous donner des précisions dans un instant avec Laurent sur cette fameuse lettre. Les syndicats veulent rencontrer le président de la République. Regardez. Le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats, à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la Première ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats, et pour le coup, la CGT d'ailleurs est venue, et des améliorations ont été apportées au texte. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Où en est-on de cette lettre, Laurent ? Eh bien, elle est en cours d'écriture, figurez-vous. Oui. En fait, les syndicats se sont mis d'accord pour que ce soit François Aubril, le patron de la CFE-CGC, qui soit le rédacteur final de cette lettre. Il y a mis la dernière main hier soir, cette nuit. Elle doit sans doute être à la relecture ce matin pour que tout le monde soit d'accord. Et on est en train de réfléchir du côté des syndicats à une forme de mise en scène, parce qu'on ne va pas envoyer la lettre par coursier ou par mail, on va peut-être aller la porter en délégation pour marquer le coup. Est-ce que ce sera de nature à convaincre le président de la République de leur ouvrir les portes de l'Élysée et de les recevoir? Rien n'est moins sûr si on comprend ce que dit Olivier Véran, le porte-parole ce matin, ou Gabriel Attal sur notre antenne. Ce qu'on entend, c'est que le scénario le plus probable, ce serait qu'on dise au fond, le président de la République ne se mêle pas du processus législatif. En revanche, la porte du gouvernement, la porte de la Première ministre est ouverte et on pourrait avoir dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, un rendez-vous avec l'intersyndicale. Pour le moment, à l'Élysée, j'en doute un peu. Le président doit-il entrer dans le match, Xavier Albertini ? Écoutez, moi je crois que ce n'est pas le moment. Nous avons actuellement un temps parlementaire, le texte est actuellement examiné au Sénat. Il serait étonnant que le président de la République immédiatement puisse ouvrir une discussion. Il me semble important de laisser les sénateurs amender le texte. Il y a un certain nombre d'amendements qui sont passés. Et puis que ce texte revienne la semaine prochaine en CMP, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il sera toujours temps après de voir les choses évoluer. Marie-Charlotte Garin, vous soutenez l'action des syndicats sur ce point précis? Je soutiens le mouvement social de manière générale, mais oui, on est au temps parlementaire. Mais on voit bien que la mobilisation, elle dépasse largement en fait les parlements, enfin le Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée. 93% des actifs qui sont contre, des mobilisations inédites depuis 50 ans. Évidemment qu'il faut ouvrir le dialogue, et ça paraît même lunaire que la dernière rencontre ait eu lieu en juin, sur un sujet qui est si crucial et qui touche tous les Français et les Françaises. Donc, le président devrait recevoir les syndicats, parler même à l'ensemble des Français? Après, ça pose la question. Ouvrir la porte, à quoi ça sert si c'est pour refuser d'entendre? Et nous, ce qu'on attend, c'est que quand on a une intersyndicale qui est unique et mobilisée, quand on a autant de gens dans la rue, il faut qu'il y ait un pas qui soit fait. Et le pas qui est demandé, c'est le retrait de la réforme, tout simplement. Mathilde Paris, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des syndicats, en effet? Je pense qu'elle est justifiée parce qu'aujourd'hui, on voit bien que malgré la contestation qui est très forte, 68% des Français, je le rappelle, sont contre cette réforme. On a une mobilisation quand même massive dans les manifestations. Moi, j'étais hier sur ma circonscription, je me suis joint à la manifestation qui se tenait à Gien. Le mouvement social est très important et on voit que derrière la mobilisation aussi bien des élus d'opposition que ce soit des Français dans la rue, eh bien, il n'y a pas de volonté du gouvernement de faire marche arrière sur cette réforme, et qu'Emmanuel Macron reste dans une position très confortable en retrait pour ne pas avoir à rentrer dans les discussions. Je crois qu'il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Alors, pour ce qui concerne le mouvement social maintenant en lui-même, on a fait les comptes hier soir. Si on regarde les deux sources, source organisateur ou source ministère de l'Intérieur, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais en fait, on a atteint à chaque fois un plafond, enfin pas un plafond, mais en tout cas un pic. Un record. Jusqu'ici, on n'avait jamais atteint ces chiffres, quelles que soient les sources. Et les blocages et les grèves se poursuivent aujourd'hui. Donc, Laurent Neumann, est-ce qu'on peut dire que les syndicats sont en train de réussir leur pari ou c'est plus compliqué que ça? Alors, d'abord, l'action syndicale n'est pas terminée. Hier, l'intersyndicale a annoncé de nouvelles journées de mobilisation. Une samedi et une très symbolique le mercredi. Vous avez remarqué, il n'y a jamais de manif le mercredi. Toujours le mardi et le jeudi. Là, c'est le mercredi. Pourquoi? Mercredi 15, parce que c'est le jour justement où le texte
va arriver en commission mixte paritaire. Donc c'est symbolique. Donc ça veut dire que l'action syndicale continue. Mais on voit bien sur le terrain que les manifestations ne suffisant pas, on passe, j'allais dire, à la vitesse supérieure, à des blocages dans la durée, des grèves reconductibles. Ouais. On voit bien que les usagers sont gênés dans les transports en commun, qu'il y a peut-être un risque de pénurie dans les raffineries et dans les stations-service par ricochet. Donc on voit bien qu'on est en train de passer à autre chose, mais en même temps, il faut dire la vérité, les syndicats avaient prévenu. Ils avaient prévenu déjà depuis le début du mois de janvier, attention, il y aura des manifestations, mais si ça ne bouge pas, à partir du 7 mars, ça y est, on a passé la date, à partir du 7 mars, on passera à une nouvelle phase. Pourquoi ? Parce qu'il y a une course de vitesse. Dans 8 jours, il est possible que ce texte soit voté à l'Assemblée. Donc il reste 8 jours aux syndicats pour inverser la tendance. Ouais. Avec un risque, c'est ce qu'on entend depuis hier. Et d'ailleurs, pour la première fois, il y a eu des tensions assez marquées. Hier, en fin de cortège à Paris, ce qui n'était pas arrivé jusqu'ici, en tout cas pas dans cette ampleur. Un risque de radicalisation, c'est-à-dire qu'à force de ne pas écouter la rue, est-ce que le gouvernement encouragerait une sorte de colère ? Je crois que qui sème le mépris récolte une forme de colère, en fait. C'est forcément attendu. Et on le voyait hier dans les cortèges de la manifestation à Paris. Moi, tout le bout de manif que j'ai fait était très pacifiste et ça s'est très bien passé. Mais on sent que les gens sont désespérés, qu'ils sont en colère, qu'ils se sentent méprisés. Et il y a la réforme des retraites, mais c'est aussi l'accumulation d'un quinquennat qui a été brutal. Brutal dans la rue, on n'ose plus aller en manifestation avec nos enfants. Brutal au Parlement avec les 49.3 à répétition. Brutal avec la parole citoyenne. Je rappelle les doléances des Gilets jaunes, je rappelle la Convention citoyenne pour le climat. Il y a une rupture de la confiance avec ce gouvernement qui s'est absolument saboté. Il y a ces images-là de ce médecin dont la voiture a été très sérieusement endommagée et caillassée au milieu de la manif. Bon, est-ce que c'est une image, bien sûr, enfin c'est quand même assez violent. Est-ce que c'est le signe, selon vous, d'une colère qui est en train de monter de plus en plus, Monsieur Albertini? C'est une colère qui certainement monte, mais c'est aussi l'expression qu'à un moment donné, lorsqu'on veut négocier, que ce soit en particulier pour l'intersyndical, il faut encore vouloir négocier. Lorsqu'on vous arrivez... Mais ils ne veulent pas négocier. Non, mais justement... Je crois que vous l'avez parfaitement compris. Je l'ai parfaitement compris, mais c'est justement là le souci, c'est que lorsque vous dites que la négociation, c'est le retrait de la réforme ou rien, il n'y a pas de négociation. Donc on a tendance aussi... Il n'y a pas de point de négociation. Mais il y a certainement... Quand les gens veulent négocier, quand les gens veulent se retrouver, il y a des possibilités. La seule chose, préalable à la négociation, pardonnez-moi de vous couper, mais pour que tout le monde comprenne, le préalable à la négociation, c'est le retrait du texte. Oui. Et on dit, OK, on repart à zéro. J'ai bien compris, on est d'accord. Mais enfin, il faut quand même revenir à la genèse de ce texte. On a quand même une situation, alors que les uns et les autres pourront contester, mais on a une situation qui est assez paradoxale en France, avec l'âge de départ actuel, et surtout une situation de non-pérennité des réformes, enfin de la retraite, qui risque à un moment donné de mettre en péril le système par répartition. Donc soit on est sur un sujet où on augmente les cotisations, soit on baisse les pensions, ou éventuellement on allonge la durée. Je regarde aussi, parce qu'il faut regarder la France, mais il faut aussi regarder l'ensemble des pays européens, nous sommes quand même dans une situation très paradoxale où nous sommes le pays où l'âge de départ à la retraite est le plus tôt. Pour autant... Et on est le pays aussi qui a la durée de cotisation la plus longue. C'est pour ça aussi que... Aucun pays ne demande 42 ou 43 ans de cotisation. Mais c'est pour ça aussi que lorsque nous sommes dans un débat parlementaire qui devrait avoir un fond et non pas simplement une forme, nous avons, nous, déposé, député Horizon, une clarification sur un certain nombre d'éléments en disant que très clairement, pour les carrières longues, il fallait partir à 43 ans, quel que soit l'âge de départ à la retraite. Quand vous êtes commencé à 14, 15, 16. Ce n'est pas le cas dans le projet de loi. Non, mais nous avons essayé de faire des avancées, des amendements. Est-ce que vous ressentez, Mathilde Paris, au-delà de la contestation, une colère qui pourrait d'ailleurs faire dériver le conflit? Alors moi, honnêtement, dans les manifestations que j'ai pu suivre, il n'y a pas de violence, en tout cas. Enfin, les images que vous avez montrées, je pense que c'est vraiment très isolé. En tout cas, notamment en province, je peux vous dire que les rassemblements sont très calmes. Et justement, ça peut... quand on est député et qu'on siège dans l'hémicycle, ça contraste vraiment avec l'ambiance de l'hémicycle. C'est très pacifique. Nous, au contraire, les gens viennent manifester en famille. Okay. On avait beaucoup d'enfants hier dans les cortèges qui étaient là avec leurs parents. Donc non, il n'y a pas cette violence, elle n'est pas présente. Je pense qu'il y a une leçon qui a été tirée quand même des Gilets jaunes où le mouvement
mouvement a été pourri par la violence. Et je crois que si aujourd'hui la contestation, elle doit se faire de manière pacifique et les manifestants le savent. Si la violence commence à entrer dans les cortèges, ça va pourrir la légitimité du mouvement et donc ce sera contre-productif. Donc au contraire, non, je trouve que ces manifestations sont très, très pacifiques, mais pour autant, il y a une détermination effectivement à ne pas lâcher, malgré, il faut le dire, on est quand même dans un contexte d'inflation très forte. Et moi, hier, j'ai beaucoup de grévistes qui m'ont dit nous, aujourd'hui, on fait grève, mais ça commence à être difficile parce que une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et typiquement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un vrai sujet. Donc, il faut se dire que c'est un vrai sacrifice pour tous ces grévistes qui manifestent aujourd'hui, parce que c'est un sacrifice financier important dans un contexte d'inflation. Mais malgré ça, il y a une vraie mobilisation. Je crois qu'à un moment, ça interpelle quand même. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à faire ces sacrifices-là? C'est parce qu'il y a quelque chose de très grave qui est en jeu. Et aujourd'hui, je le rappelle, on est quand même le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et cette réforme de retraite, elle pénalise premièrement les femmes. Et on est 2 femmes sur ce plateau ce matin. Je crois qu'on peut le dire. Moi, j'ai 3 enfants. Quand on est une femme et qu'on a 3 enfants dans sa carrière, forcément, on a une carrière hachée. Donc, notamment les 1 200 €, soi-disant, qui devaient bénéficier à 2 millions de Français, finalement, plus qu'à quelques milliers, ne toucheront pas les femmes qui ont, elles, par définition, des carrières hachées dès lors qu'elles ont des enfants. On a aujourd'hui une inégalité des salaires. Il faut rappeler, c'est 22% de moins à poste égal pour les femmes par rapport aux hommes, alors qu'à la retraite, c'est encore plus important, puisque 40% de pension de retraite en moins pour les femmes par rapport aux hommes. Donc, aujourd'hui, cet écart, il existe aussi bien pendant la vie professionnelle et il s'aggrave à la retraite. Et cette réforme, elle va aggraver encore plus cet impact sur les femmes. Et d'autre part, je voudrais rappeler, c'est important de voir ce qui s'est passé en Suède, puisque la Suède a reporté l'âge légal de départ à 65 ans. Et en Suède, le retour qu'on a sur expérience, c'est que 92% des femmes ont vu leur retraite diminuer suite à cette réforme. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, les femmes sont les premières pénalisées. Et en cette journée de la femme, je crois qu'un symbole important, c'est qu'au contraire, la retraite aujourd'hui, elle doit valoriser les femmes et les sacrifices qu'elles font pour pouvoir élever des enfants et mener de front une carrière en même temps. Que va-t-il se passer lorsque le texte va revenir à l'Assemblée? C'est la grande question. D'abord, il faut que le texte soit voté au Sénat. Oui. Ça a pris du retard cette nuit. Les débats ont été très longs, très tardifs, très compliqués cette nuit autour de l'article 7, au point que l'article 7 d'ailleurs n'est pas encore voté. Mais en tout cas, la deadline au Sénat, c'est dimanche soir à minuit. Puis le texte va venir en commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. Et là, s'ils se mettent d'accord, on peut aller très vite au vote à l'Assemblée. Si ce n'est pas le cas, les débats reprendront à l'Assemblée. Il y aura à nouveau, figurez-vous, une navette parlementaire avec le Sénat. Et là, la date limite, c'est le 26 mars. Le 26 mars à minuit, le texte doit être voté ou pas au 49.3, à la majorité. S'il n'est pas voté, il peut passer par ordonnance. Ce serait une première depuis 1979. Ça n'est jamais arrivé qu'un texte de cette nature soit passé par ordonnance. Donc tous les scénarios sont possibles. Vous envisagez, Marie-Charlotte Garin, que le texte puisse être voté adopté autre que par un vote classique? Autrement que par le passage en force. Écoutez, c'est ce à quoi le gouvernement nous habitue. En tout cas, moi, je suis jeune élue. Je suis élue depuis juin. J'ai eu droit que à des 49.3 quasiment depuis juin. Ce matin, j'ai quand même entendu la Première ministre dire on s'en remet à Gérard Larcher. Je crois que ça veut tout dire. Donc, une réforme de gauche dealée avec la droite, je trouve ça assez intéressant comme concept. Et après, pour revenir sur la question du retrait nécessaire, c'est qu'on a un problème de méthode, en fait. On ne peut pas poser la question du travail par les retraites et vouloir passer en force alors qu'on n'a pas réinterrogé la place du travail dans notre société. Et je le dis en tant que jeune génération aussi, on voit que les jeunes arrivent sur le marché du travail. Il y a une inadéquation totale entre ce que donnent les entreprises et ce que veulent les jeunes. Et on va avoir un vrai sujet là-dessus. Donc, reprenons la discussion, retirons le texte et faisons-le de manière transpartisane, bicamérale et avançons ensemble. Vous pensez que la majorité va être soudée pour voter ce texte? À cette heure, je n'en sais strictement rien. Ça serait lire dans une boule de cristal, j'en suis incapable. Où je vous rejoins, c'est effectivement qu'en termes de méthode, la relation du Français ou des Français avec le travail aurait dû peut-être être interrogée en amont de cette réforme, et ça aurait pu éviter un certain nombre d'amendements un peu inutile dans le cadre des retraites. Ça a focalisé un certain nombre de choses. Maintenant, comme cela a été précisé, le texte est encore au Sénat jusqu'à dimanche. La CMP, il est prévu un vote théorique en fonction des événements de la CMP jeudi prochain au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et nous verrons comment les choses se passeront. Bien, vous restez avec nous dans quelques instants. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé justement à l'Assemblée hier soir. Rien à voir avec les retraites. Débat sur les violences conjugales et les larmes d'Aurore Berger. À tout de suite.
11h sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Notre débat politique continue. On a parlé longuement des retraites. Et maintenant, place à cette séquence émotion à l'Assemblée. Hier, Benoît Galeret, chahuté par ses collègues députés alors qu'elle tentait de présenter un projet de loi contre les violences faites aux femmes, la députée Renaissance Aurore Bergé a fini en larmes. Des personnes condamnées pour avoir frappé leurs femmes, leurs enfants pour violences racistes ou antisémites sont-elles dignes d'être des élus de la République? Là voilà la question qu'Aurore Bergé, présidente, vous le disiez, du groupe Renaissance à l'Assemblée, voulait poser à ses pairs hier, une proposition de loi pour frapper d'inéligibilité tout individu condamné pour violence aggravée. Alors, c'est déjà possible, mais elle voudrait que ça devienne automatique. Sur Twitter, on le voit, ça passe. À l'oral, face à des députés très dissipés, c'est plus compliqué. On l'accuse dans les travées d'opportunisme, de se mettre en scène. Daniel Obono dénonce même une loi anti-Quatennens pour empêcher spécifiquement le retour de l'insoumis, une grossière et dangereuse instrumentalisation, je cite, de la lutte contre les violences faites aux femmes à des fins bassement politiciennes. Réponse d'Aurore Bergé. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, ça suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller Madame la rapporteure. Alors, je sais de quoi je parle, dit-elle, sans qu'on sache. Elle fait référence à une histoire personnelle. Elle-même, des proches, ou simplement les nombreux témoignages de violences conjugales qu'on croise en ligne et qu'elle a dû lire comme tout le monde. Aucune femme n'a envie d'en parler, en tout cas, dit-elle, dans l'hémicycle, très émue. On l'a vu au point de ne plus pouvoir parler. Au bout de quelques instants, ses collègues Renaissance vont devoir la soutenir en l'applaudissant. Émouvant, pensez-vous? Twitter, c'est la jungle. D'aucuns lui disent que c'est encore du cinéma, une minable manip, de la tambouille politico-politicienne, ai-je encore lu, quand d'autres rétorquent. Non mais quoi qu'on puisse penser de cette présidente du groupe Renaissance, la voir ainsi est forcément déchirant sous les invectives de ses collègues, un peu d'humanisme, bon sang. C'est pas le rôle de bon samaritain qu'a choisi l'extrême droite, qui ajoute même une louche de sexisme à cette séquence. C'est vrai que ça manquait, c'est passé assez inaperçu, mais tendez bien l'oreille pendant qu'elle est très émue, Aurore Bergé. Voilà ce que dit un député RN. je le dis ici, avec le calme que j'espère pouvoir reprendre. Qui a dit ça? Tenez vos nerfs. Chers collègues, Tenez vos nerfs. personne n'a à tenir ses nerfs ici, Je tiens mes s'il vous nerfs, plaît. rassurez-vous. Tenez vos nerfs, le patriarcat condescendant dans toute sa splendeur. Et à l'hémicycle, au final, ce projet de loi n'est pas passé. Et de loin, LR avait dit s'abstenir. Ils ont finalement voté contre. 182 voix contre, 60 pour. Merci beaucoup, Benoît. C'est intéressant, j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est quoi ce qu'on vient de voir? C'est, au fond, le signe d'une assemblée qui, depuis le début, est sur un volcan, en quelque sorte, ou c'est le signe que même sur ces sujets-là, au fond, l'opposition veut montrer qu'il y a, comment dire, je ne sais pas moi, des manœuvres de la part de la majorité. Comment est-ce que vous analysez cela, Bruno? Moi, je vois deux choses. D'abord, il y a probablement une affaire un peu personnelle d'Aurore Bergé. C'est quelque chose qui la touche et on peut le comprendre. Et manifestement, ça lui tient à cœur. C'est jamais forcément bon de mettre beaucoup d'affaires personnelles dans l'Assemblée et dans un texte plus général. La deuxième chose, il y a cette proposition de loi qui, à mon avis, est quand même, qu'on le veuille ou non, une proposition de loi
qui a été décidé au lendemain du retour d'Adrien Quatennens, rapidement, qui n'est pas bien fichu. Et au fond, c'est un peu Aurore Bergé et le groupe majoritaire qui est pris à son propre piège, puisque à la fois ce groupe ne veut pas du retour des peines planchées et en même temps c'est une forme d'automaticité des peines qu'elle voulait faire passer sur un sujet qui globalement on peut tous être d'accord sur l'idée que de toute façon les violences sexistes et conjugales il faut être impitoyable, mais là en fait c'est l'aspect d'automaticité des peines et donc finalement elle se fait prendre à son propre piège et d'ailleurs elle ne fait pas le plein des voix dans la majorité. Au Modem, il manque des voix. Chez Horizon, il manque des voix. Beaucoup de gens de députés étaient extrêmement gênés par ce texte. Alors après, évidemment, vous mettez ça dans cet hémicycle-là, pendant cette législature, où évidemment tout prend des proportions et tout devient irrationnel. C'est-à-dire qu'évidemment, les LFI ont quelque part ont vu une manœuvre d'Aurore Bergé qui voulait s'en prendre à Adrien Quatennens. La droite, par le biais d'Olivier Marleix, y a vu aussi le moyen de faire un petit peu une attaque politique en disant attendez-vous, vos 11 condamnations, vos 8 mises en examen, citant Alexis Colère et Moretti, ça a fini on se commençait avec 2 bras d'honneur. Donc tout ça, évidemment, à la fin, devient un grand bazar, alors qu'au départ, oui, Aurore Bergé, elle parle de quelque chose qui la touche personnellement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu cette séquence, parce que j'ai regardé cette discussion qui, à mon avis, encore une fois, la majorité s'est fait prendre à son propre piège d'une proposition de loi opportuniste. Marie-Charlotte Garin. Quel commentaire vous avez envie de faire sur ce qu'on a vu à l'instant? Je crois que vous parlez d'une séquence émotion, moi j'ai envie de parler d'indignation. Et les remarques les plus virulentes, elles venaient pas de la gauche, pour avoir été dans l'hémicycle. Les interpellations les plus virulentes venaient des bancs de droite et d'extrême droite, et c'était extrêmement violent. Et qui est ces larmes dans l'hémicycle. On a vu Madame Obono qui était quand même assez véhémente aussi. Hein. Oui, mais c'est venu dans un deuxième temps. Je le dis parce que j'étais là et que ça a été très violent. Et pour toutes les femmes de l'hémicycle, ça a été violent. Et nous, députés écologistes, on s'est retrouvés à faire des rappels au règlement pour pouvoir en fait défendre la sérénité des débats et de se dire, dès qu'on parle des droits des femmes, absolument ça s'enflamme, tout le monde s'excite, enfin tout le monde peut un peu perd ses nerfs pour le coup. Et on arrive à des débats qui sont extrêmement enflammés. Comme s'il y avait une espèce de coalition qui attendait que quand on parle d'égalité, finalement, on ne le fasse qu'en étant extrêmement gentil et en extrêmement poli. Et vous parliez de la question de l'émotion. Et peut-être qu'on ne devrait pas, on va dire, investir ces sujets-là dans l'hémicycle si on est touché de manière personnelle. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si nous, femmes, qui savons ce que c'est et qui l'avons vécu dans notre chair, on n'y va pas, il n'y a personne qui y va pour nous. Personne ne va aller défendre nos droits. Personne ne va aller oser remettre en place l'ordre établi et questionner notamment la question qui est posée là, c'est la question de l'éligibilité et de l'exemplarité de nos élus aujourd'hui. La question, elle est bonne, mais elle est mal posée et elle aurait dû être posée effectivement dans un travail transpartisan et probablement qu'on aurait réussi à arriver à un résultat beaucoup plus consensuel qui aurait été adopté, je l'espère, et j'espère qu'on y arrivera dans les temps à venir. Nous, on a demandé à Madame Bergé qu'on puisse avoir une commission d'information transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles en politique. Et moi, je fais le vœu, et j'ai presque envie de vous donner rendez-vous dans un an, qu'on arrive à une proposition de loi qui sera votée à l'unanimité. C'était mal fichu, moi, je pense, mais bon... On est d'accord. Alors, Mathilde, on a entendu un député RN dire « tenez vos nerfs ». Peut-être pas la meilleure remarque. Certainement, mais ça aurait pu être aussi bien à l'égard d'un homme. Enfin, je pense que le fait d'assimiler ça à une remarque sexiste, ça me semble vraiment exagéré. D'autre part, bon, je pense qu'il faut revenir quand même au sujet de fond, c'est-à-dire ce texte, effectivement, il pose quand même question, parce que d'une part, finalement, il veut permettre au législateur de décider finalement d'une prise de position du juge. Alors je pense que c'est important aussi de rétablir les choses. Le juge peut déjà, et il le fait déjà, condamner à de l'inéligibilité. Il y a la question aussi des électeurs, parce que si quelqu'un se représente suite à des condamnations, je pense que les électeurs sont suffisamment avertis pour pouvoir ne pas reconduire quelqu'un qui s'est rendu coupable de tel geste. Et puis d'autre part, je crois qu'Aurore Bergé, clairement, profitait de la situation la veille de la journée de la femme pour exister politiquement, et je pense que c'était pas opportun et que finalement utiliser la politique comme ça sur des sujets aussi graves, ça me paraît vraiment déplacé.
Monsieur Albertini. Bon, écoutez, d'abord, comme cela a été déjà rappelé, il y a des textes qui existent sur l'inéligibilité. Ils datent de 2017. Ils ne couvraient pas la totalité des causes éventuellement qui ont été proposées dans cette PPL, dans cette proposition d'Aurore Berger. Il n'en reste pas moins vrai que le juge est déjà en capacité de sanctionner un élu, un fonctionnaire qui commettrait des actes de violence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a dans cet hémicycle la nécessité de parler d'émotion. Et vous n'avez pas plus le monopole de la défense des droits des femmes qu'un homme qui a la même conviction que vous. Je veux dire que c'est transpartisan. En revanche, ce qui est certain, c'est que trop souvent, et c'est valable pour ce texte comme beaucoup de textes, les émotions dépassent la raison. Et à un moment donné, on est dans une hyper-réactivité, une hyper-réaction qui empêche l'ensemble des éléments. Et puis je terminerai par un élément. Vous évoquiez les membres, les différents groupes de la majorité qui se sont abstenus ou ont voté contre. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas voté le texte parce que je crois qu'effectivement, c'est un sujet essentiel qu'il convient de remettre, si j'ose dire, sur la table et d'y travailler de façon longue. Je note quand même qu'il y avait une question d'opportunité de ce texte et surtout, chez Renaissance, plus de 30% des députés Renaissance n'étaient pas présents. Ce qui veut dire que là aussi, au travers d'un texte, on peut regarder ce qui se passe dans les autres groupes, mais je pense que là, c'est une logique de préparation du texte. C'est la présidente du groupe, quand même. Peut-être, mais c'est surtout la logique de préparation. Nous n'avions pas été associés, ce texte a été déposé, il a été mis dans une chronologie d'événements, peut-être à la veille du 8 mars, mais surtout par rapport à un état de réaction par rapport au retour de notre collègue Quatennens, et je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire de la politique. J'entends vos explications à tous, qui sont tout à fait recevables. Mais, enfin, une femme, ça pourrait être un homme, après tout d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, devant un micro, qui fond en larmes, et en fait, ça continue, les invectives continuent, les cris, il n'y a pas une once d'humanité à ce moment-là. J'ai vu dans l'hémicycle, depuis que je fais ce métier de journaliste, des moments incroyables d'émotion, où toute l'Assemblée se lève. Et là, on a eu le cas. Hein. Cette femme pleure, personne, à part quelques députés de la majorité, je ne sais pas, moi, si elle est... Moi, je voudrais clarifier. N'importe quelle personne. Parce que les députés écologistes... Je suis stupéfait de cette séquence. Les députés écologistes, à ce moment-là, on lève notre règlement intérieur pour lui permettre de respirer à Madame Berger. Et elle nous fait non de la tête qu'elle veut continuer, elle est prête à continuer. Mais on a réagi et on a fait preuve d'humanité. Et moi, je veux même aller plus loin. On a fait preuve de sororité. Parce que même si j'ai trouvé que Mme Berger a instrumentalisé les droits des femmes à de nombreuses reprises depuis le début de la mandature, évidemment qu'on est là en soutien et en sororité, même avec nos adversaires politiques. Vous vous souvenez de la Marseillaise après le 13 novembre à Versailles, Bruno ? Bien sûr. Vous vous souvenez de ce député qui était venu quelques semaines avant de mourir avec sa veste rouge, comment il s'appelait ce député communiste, qui était venu faire son dernier discours. Tout le monde s'était... Évidemment, on n'est pas dans le même niveau d'intensité dramatique, mais... Qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée quand même depuis... Non mais c'est un couteau tiré. Honnêtement, c'est un couteau tiré depuis le Patrick Roy, le député communiste. Patrick Roy, pardon. C'est un couteau tiré depuis le début de la mandature. Et on a le sentiment que c'est vraiment la guerre, quoi qu'il arrive. C'est une assemblée qui n'a pas de majorité absolue. Ça change aussi sans doute le rapport de force à l'intérieur de l'hémicycle. Et en plus, il y a si vous voulez, d'habitude, il y a deux gros groupes. Et là, cette fois-ci, au fond, on est quasiment une assemblée qui est divisée en quatre parts, quoi. Donc, finalement, la majorité relative elle-même et le groupe majoritaire Renaissance est pris pour cible par les différents groupes. Et puis, il y a cette discussion de part et d'autre des extrêmes entre les députés insoumis et les députés RN, au fond, qui finalement entretiennent ce climat qui est un climat, on voit bien, qui est propre à tous les dérapages depuis quand même, qui deviennent assez nombreux depuis le début de cette législature. Non, mais on a beaucoup dit que, après tout, les invectives, tout ça, ça faisait partie de la démocratie, et que... Non, mais c'est vrai. Oui, mais on s'en passerait bien. Parlez-en dans votre camp. Moi, je suis très à l'aise avec le sujet. Hein. Mais bon, on va pas refaire le débat, mais voilà, j'ai trouvé que sur ce moment-là... Je pense que ce climat de tension, il est aussi en fait le fruit d'un manque de consensus et de concertation. Je pense qu'on serait face à une majorité qui accepterait le fait qu'elle soit une majorité relative et qu'elle accepterait réellement le consensus, le débat avec les oppositions. On ne serait pas dans ce climat de tension. Je pense que ça vient vraiment de là, le point névralgique qu'il est. Pas forcément le consensus, mais là, une forme de cohérence et surtout il y a un travail
d'échange avec le respect de l'autre. Merci en tout cas d'en avoir parlé calmement ce matin. C'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, voilà, peut-être que c'est ça. Bien, vous avez vu Bruno, on fait partie de la nouvelle génération. Et surtout moi. Merci beaucoup.